L'Université populaire européenne de Grenoble s'efforce depuis 2006 de faire mieux connaître l'Europe et plus particulièrement l'Union européenne. Nous avons abordé beaucoup de sujets et cette période de la pandémie impacte bien évidemment l'Europe et incite à s'interroger sur l'avenir de l'Union européenne, bien évidemment, au-delà du plan de relance et de reprise de résilience qui vient d'être adopté par le Parlement européen. Nous avons pris l'initiative depuis quelque temps d'un questionnaire sur l'Europe du futur auprès de chercheurs, d'universitaires, de personnalités politiques et sociales. Merci d'avoir accepté cet échange. Alors, cette université populaire, au fond, veut mieux connaître votre vision de l'Europe du futur compte tenu de votre expérience et implication politique. Vous avez un impressionnant parcours politique européen, très difficile à résumer en quelques phrases, bien sûr. Membre du cabinet de Romano Prodi, président de la Commission européenne en 1999, secrétaire d'État italien aux affaires européennes de 2014 à 2018, président de l'Union des fédéralistes européens depuis 2018. Vous êtes actuellement député européen après avoir été élu sur une liste française de la République en marche. Vous appartenez au groupe politique Renew Europe. Vous êtes membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des affaires constitutionnelles. Vous êtes membre suppléant de la commission du développement régional et du comité spécial sur l'ingérence européenne, l'ingérence étrangère, dans le processus démocratique de l'Union européenne, y compris la désinformation. Vos interventions ces derniers temps sont sur l'interdiction de facto de l'avortement en Pologne, le plan d'action sur l'économie circulaire, donc beaucoup d'interventions. Et vous venez de publier un livre fort intéressant dont je suis en train de faire une note de lecture, bien sûr. Un livre qui s'appelle La cible. Vous avez été la cible de dénonciation, aussi bien en France d'ailleurs malheureusement qu'en Italie. Et dans ce livre, c'est une forme de plaidoyer pour la patrie européenne, pour reprendre la formule d'un journaliste du Monde sur ce plan. Et par conséquent, vous êtes fin connaisseur de l'intégration européenne. Alors, au fond, à votre avis, est-ce que la pandémie de la Covid-19 n'est pas une réelle opportunité pour constituer une Europe de la santé et bien d'autres projets collectifs? Absolument oui. La réponse est absolument oui. Parce que, alors qu'au début de la crise, l'Europe avait répondu de façon hésitante, en ordre dispersé. On se souvient un peu des polémiques qu'il y a eu en février, en mars de l'année dernière. Tout de suite, quelques semaines après, l'Europe, cette fois-ci, a répondu avec une action à la hauteur du défi. Et je crois que c'est fort important. La différence fondamentale entre cette crise pandémique et les crises que l'Europe a vécues dans les dernières 15 ans, à savoir la crise migratoire et avant les crises financières, c'est que cette fois-ci, l'Europe a donné une réponse en changeant le contexte. Elle ne s'est pas limitée à essayer, dans les contextes donnés, de faire des ajustements qui ont été absolument en deçà de ce qui était nécessaire lors de la crise migratoire et qui ont dû se succéder pour arriver à une stabilité lors de la crise financière. Et d'ailleurs, c'était Mario Draghi à l'époque qui a été décisif. Donc, c'était la Banque centrale européenne avec, disons, une intervention originale par rapport au traité et qui a été décisive à arrêter la crise. Cette fois-ci, l'Europe a changé de contexte. On s'est dit, et il est clair qu'on doit rentrer dans une autre échelle dans la réponse des politiques économiques, dans la réponse des investissements, dans la réponse du soutien financier au peuple européen et aux États pour répondre à la crise pandémique. Et ce changement d'échelle, changement de contexte, changement d'échelle est bien représenté par les plans de relance européens, les recovery plans, oui. Parce que finalement, on a introduit un instrument extraordinaire. On a adapté les budgets ordinaires multiannuels
aux nouveaux défis qui sont le défi de la crise, la lutte contre les inégalités et la nécessité d'investir pleinement sur la transition écologique et la transition numérique. Et ça, c'est déjà une réponse, disons, ordinaire des moyens long terme qui va dans le bon sens. Mais on s'est dit, il faut aussi une réponse extraordinaire. Oui. Et ce plan de ces 150 milliards, c'est la réponse extraordinaire dans ces montants, dans la façon dont il est conçu ce plan, avec des nouvelles ressources qu'on doit attribuer directement à l'Union européenne. Donc, ce sont les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières externes, une sorte de taxes carbone contre les pollueurs non européens, avec l'introduction, nous devons le faire, d'une taxation numérique sur les GAFAM, avec d'autres instruments. On a pas seulement décidé de donner une réponse extraordinaire, mais on l'a fait avec des instruments qui vont renforcer l'union politique, vont renforcer l'intégration économique. Et donc, moi, je suis persuadé que pas seulement l'Europe est là dans la crise avec des instruments extraordinaires, mais que si ces instruments extraordinaires prouvent leur efficacité, ils peuvent devenir la façon ordinaire à l'avenir de gérer certaines politiques économiques et sociales en Europe. Et donc, c'est pas seulement décisive, on n'est pas seulement en tournant parce que de l'efficacité du plan dépendra aussi la vitesse avec laquelle on pourra sortir de la crise provoquée par cette pandémie, mais aussi parce que ça peut devenir un modèle, un paradigme pour une nouvelle phase d'intégration et pour une autre idée d'une Europe qui reprend les contrôles, qui soit capable de gérer les grandes questions internationales, donc tout ce qu'on appelle Europe souveraine et démocratique. Donc oui, la réponse est absolument oui. Et donc, la deuxième question, effectivement, que vous inspire l'idée de souveraineté européenne? Je vois que dans votre livre, vous préférez le nom de puissance plutôt que de souveraineté, mais la souveraineté européenne qui a été valorisée par le président Macron, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Dans quel domaine c'est jouable? Ah non, moi, je parle d'Europe souveraine et de puissance européenne. Ce sont deux aspects de la même question à laquelle il faut ajouter toujours Europe démocratique, mais je crois qu'on va y arriver. Mais pour moi c'est tout d'abord pourquoi souveraineté et puissance. Qu'est-ce que c'est la souveraineté et qu'est-ce que c'est la puissance? D'après moi, la souveraineté, c'est la capacité de reprendre les contrôles sur des questions des sociétés et pour défendre l'intérêt général, pour produire des biens communs. Et cette capacité de contrôle, les cadres nationaux l'ont perdu sur beaucoup de politiques qui sont au cœur de nos préoccupations, qu'il s'agisse de l'immigration, qu'il s'agisse du changement climatique, qu'il s'agisse de la transition numérique, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés internationaux. Donc, qu'il s'agisse aussi d'une influence politique, géopolitique de l'Europe. Donc, pour reprendre contrôle, à savoir pour retrouver souveraineté, il faut construire une nouvelle dimension de la souveraineté à la bonne échelle, au bon niveau. Et c'est le bon niveau, c'est le niveau européen. Donc, je crois absolument que finalement, les débats sur la souveraineté, la bonne réponse sur les débats sur la souveraineté, c'est une réponse en bonne partie européenne. Donc, je dirais que ce sont les pro-européens les vrais souverainistes. Parce que les souverainistes qui voudraient revenir au cadre national, garder l'action politique uniquement au cadre national. Une perte de puissance. C'est une illusion. C'est une illusion, c'est faire croire, c'est mentir à l'opinion publique. C'est leur faire croire qu'au niveau national, on puisse véritablement reprendre le contrôle et gérer pour les biens publics des questions qui échappent à la capacité d'action des politiques nationales. Pour cela que je dis tout le temps que les Brexitaires, ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne, ceux qui voulaient le Brexit, ils ont posé la bonne question, ils ont donné la mauvaise réponse. Parce que les slogans des campagnes électorales, des référendaires de Michael Gove et Boris Johnson et d'autres, c'était « Let's take back control ».
Et moi, je suis persuadé que la question de la reprise du contrôle soit la question centrale du politique dans cette époque historique. Le problème, c'est la réponse. Si nous voulons reprendre les contrôles, c'est au niveau européen, c'est en restant en Europe, en la changeant, en la renforçant qu'il faut travailler. C'est pas en sortant de l'Europe, avoir l'illusion qu'en sortant de l'Union européenne, en sortant de l'histoire, en sortant du monde, on puisse. Donc voilà. Et pourquoi la question de la puissance? Parce que ceci requiert aussi de faire face en tant qu'Européens à la question de la puissance, avant tout militaire, mais aussi après industrielle. Et finalement, c'est une question très, très difficile, mais autant difficile que fondamentale, parce que l'Europe s'est construite après la Deuxième Guerre mondiale comme un antidote à la puissance nationale. Oui. Parce qu'on pensait qu'il fallait éviter encore une fois un clash des puissances nationales qui avaient produit deux guerres civiles européennes, à savoir la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, avec des conséquences dramatiques pour tout le reste du monde. Donc, à l'époque, Europe, c'était antidote à la puissance. C'était donc aux antipodes. Aujourd'hui, l'Europe doit nous permettre de retrouver une puissance et on doit construire une puissance européenne, militaire, industrielle, écologique. Et donc, il faut ouvrir, avec les débats sur la souveraineté, il faut ouvrir aussi un débat sur la puissance qui doit être aussi exercée là où c'est nécessaire. Et donc, ça demande aussi un nouveau débat sur l'Europe démocratique et la question de la légitimité. Ce sont trois choses qui sont bien liées ensemble. Est-ce que, pour reprendre une formule de Michel Devoluy, est-ce qu'il faut oser les États-Unis d'Europe, à votre avis? Absolument. Absolument. Moi, personnellement, je pense que du moment où on arrive à construire une Europe souveraine, puissante et démocratique, on est aux États-Unis d'Europe. Mais ceci demande aussi des réformes, demande un débat démocratique et demande aussi des réformes institutionnelles. C'est impossible d'oser les États-Unis d'Europe avec les vétos nationaux, avec l'unanimité, sans des ressources suffisantes pour une véritable autonomie européenne, sans des véritables mouvements politiques européens votés directement par les citoyens et pas seulement des listes nationales. Donc, ce sont tous des éléments et ça, avoir un débat ouvert dans un continent dans lequel, vraisemblablement, ceux qui vont adhérer aux États-Unis d'Europe ne sont pas tous les États de l'Union européenne, à savoir un débat dans lequel on organise un peu notre diversité aussi politique et institutionnelle. Donc, pas forcément les 27. Pas forcément les 27. Et de ce point de vue-là, comment, au fond, moi je partage votre point de vue, mais en même temps, comment on y arrive? Parce que la plus grande difficulté, c'est d'arriver à convaincre de la justesse d'aller dans ce sens une bonne partie de nos populations, de nos peuples. Tout d'abord, il ne faut pas rater, nous ne devons pas rater la grande occasion de réécrire les plans. Nous devons démontrer que la réponse européenne est à la bonne réponse et que c'est grâce à l'Europe que nous allons sortir par les hauts de la crise. Ça, c'est fondamental. Et c'est fondamental que les recovery plans marchent. C'est fondamental que aussi les plans de vaccination marchent parce qu'ils sont encadrés par une action européenne. Ça c'est l'immédiat, c'est fondamental. Il est fondamental aussi qu'on démontre qu'on est bien démarré sur les soutiens européens à la transition écologique et à la transition numérique, en pensant notamment aux jeunes générations et à la jeunesse. Ça, ce sont des éléments pour préparer les terrains. La deuxième étape, c'est évidemment de faire démarrer, d'utiliser bien cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui doit permettre un débat ouvert, diffus et une mobilisation par les débats, par la participation la plus large possible. Et à la lumière des bons résultats que nous devons atteindre par les recovery plans et du débat que nous devons avoir grâce à la conférence, nous pouvons préparer les terrains pour des réformes
des politiques communes et des réformes aussi des institutions. Et là, il faudra se mettre d'accord sur le fait que on ne pourra pas obliger tous les 27 peuples à aller dans une certaine direction d'une Europe souveraine, démocratique, d'une puissance militaire, etc., mais que personne, aucun peuple, aucun État, aucun gouvernement pourra, par un veto exprimé au Conseil, un veto exprimé dans un référendum national, pourra bloquer les autres. Donc, il faudra avoir cette, disons, rupture positive dans laquelle on se met d'accord qu'on a un socle commun, qui est les marchés uniques, qui sont certaines politiques communes, etc., mais qu'il y a aussi, disons, une densité variable. Il y a un groupe qui va se constituer et qui sera plus dense du point de vue de la puissance, de la souveraineté, de la politique, groupe d'États et des peuples. Et donc, il faudra organiser, c'est pas un découplage, mais organiser cette différenciation sans laquelle on pourra véritablement pas avancer et atteindre tous les objectifs que nous voulons. Bon an, mal an, c'est la zone euro, peut-être. Peut-être. Il est souhaitable que tous les membres de la zone euro y soient. Je crois qu'il faudra aussi penser à une phase intermédiaire dans laquelle on acte véritablement la différenciation comme méthode générale et pas comme exception dans une négociation. Et après, on voit si déjà tous les 19 membres de la zone euro voudront et pourront y être. Il est évidemment très souhaitable, mais je crois que dès le départ, il ne faut pas se lier à un format, à un groupe. Il faut avoir l'initiative doit être absolument ouverte à tous ceux qui ont la volonté politique d'y s'engager là-dessus. Et je crois que finalement, s'il y a un groupe de pays, des peuples qui, avec détermination, avec force, vont dans cette direction, ceci va avoir un effet d'entraînement. Et je crois qu'on a des années aussi importantes du point de vue des enjeux, des dynamiques nationales. L'Italie, avec Draghi, revient d'un jeu européen avec crédibilité. On a tout 2021 à utiliser pleinement. Il faut souhaiter que la transition à Berlin se fasse à l'insigne de l'Europe. Et après, en 2022, on aura les grands moments européens, et pas seulement français, des présidentielles françaises. Mais si déjà en 2021, avec le leadership, un leadership collectif dans lequel les grands pays, à travers Emmanuel Macron, Angela Merkel et son successeur, et Mario Draghi, poussent dans cette direction, je crois qu'on peut faire véritablement dans ces 2 ans des pas en avant considérables dans la réforme européenne. Voilà, je vous remercie beaucoup de cet échange extrêmement riche et stimulant. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un véritable plaisir. Et mes salutations à tous les amis grenoblois et pro-européens et peut-être fédéralistes, quelques-uns. Absolument, absolument. À une prochaine fois. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.